Monsieur l'administrateur général, Mesdames, Messieurs les professeurs, Mesdames, Messieurs, venant ce matin à vos travaux, qui ont débuté hier soir par une table ronde passionnante renvoyant à l'Europe à ce qu'elle prétend être, la question que lui posent les migrants, j'avais un peu le sentiment de rejoindre un îlot de résistance, ici dans ces murs. Une résistance à l'ère du temps, particulièrement en France, qui peut être ensevelie sous des catastrophes de toute nature et tentée par le détournement de tête, la dispense de pensée. Une résistance aussi au combat idéologique engagé de longue date par l'extrême droite. Marc Mézard l'a remarquablement écrit en juillet dernier, et qui, en disant que le problème de la France, c'était l'immigration, assignait nécessairement aux migrants le fait d'être un fardeau pour ceux qui les accueillaient. Une résistance, enfin, à ce qui est, à mes yeux, une insuffisante mobilisation politique, et particulièrement à la famille politique dans laquelle j'appartiens, face à ce défi incroyable, certes, qui est posé à nos sociétés développées par ceux et celles qui viennent y trouver asile. Et de ce point de vue-là, il est heureusement des hommes qui font face avec les responsabilités qu'institutionnellement il leur est donné de remplir, mais aussi avec une tentative de rester humain jusqu'au moindre de ses actes. Et de ce point de vue-là, heureusement, y compris dans mon gouvernement, et je profite de la circonstance qui m'est donnée au risque du paradoxe pour dire le regard bienveillant que je porte à la façon dont le ministre de l'Intérieur gère une situation qui est difficile pour lui. Je voudrais donc vous féliciter. Je ne sais pas s'il faut féliciter un résistant. Vous saluer, dire que vous renouez avec à la fois une tradition de ces lieux de pensée qui ont su les premiers entretenir des flammes qui vacillaient quand il s'agissait de défendre dans des contextes difficiles des idéaux. Le musée de l'homme, lors du dernier conflit mondial, et d'une certaine manière ce que vous faites aussi ici aujourd'hui, vous féliciter, vous saluer, vous dire surtout merci de renouer avec les valeurs fondatrices de l'université française. Université, étymologiquement même, ça renvoie à l'universel. Et en réfléchissant à ce défi, en réfléchissant à la façon dont il faut faire face, conjurer les peurs, d'autres diraient, vous renouez avec ce terreau des valeurs universitaires qu'il faut veiller à laisser fertile. Vous rappelez, je cite vos mots, que l'Europe, que la France, on pourrait dire les États-Unis aussi, c'est pas propre à l'Europe, sont des communautés ouvertes, des destins et des savoirs, et que ces communautés ouvertes, ce sont aussi les populations accueillies sur notre territoire hier, aujourd'hui, demain, qui ne doivent pas être seulement acceptées, mais qui doivent être accueillies, accompagnées, et qui doivent se sentir ici chez elles. Ce sont vos collègues, des femmes, des hommes de science, accueillis dans nos institutions qui donnent le visage de cette histoire. La figure d'Albert Einstein, par exemple, emblème célèbre des plus de 133 000 citoyens allemands accueillis aux USA avec la montée du nazisme, au terme d'une errance que retrace avec brio le dernier livre d'Étienne Klein, Le pays qu'habitait Albert Einstein. Mais en France aussi, nous avons accueilli des scientifiques errants venus de Russie, d'Allemagne, d'Espagne, de Russie, de Roumanie, de République tchèque, d'Argentine, d'Uruguay, du Chili. Je vous passe la longue liste de ceux-ci. Je fais simplement écho au physicien néo-lettonien Anatole Abraham, que vous avez, je crois, célébré l'année dernière à l'occasion du centenaire de sa naissance. Ces personnes accueillies, et ceux qui les ont accueillis, sont la dignité de la France. Citer ces noms, c'est aussi ne pas oublier tous ceux et toutes celles, connus ou moins connus, que nous n'avons pas accueillis, ou auxquels nous n'avons pas su donner leur place. Et là aussi, la liste peut être longue. Je me contenterai de rappeler Norbert Elias,
une des références majeures de la sociologie contemporaine, qui a quitté l'Allemagne en 1933, qui est venu en France, qui n'a pas trouvé de poste. Je crois qu'il travaillait dans un magasin de bois, qui est parti en Angleterre, qui l'accueillera grâce à un comité d'assistance aux réfugiés juifs. Ces oubliés, ces défaillances sont notre indignité. Pourtant, nombreux sont les femmes et les hommes de bonne volonté qui se mobilisent aujourd'hui encore dans nos sociétés. Hier, vous avez invité à témoigner de ce courage la directrice adjointe Fabienne Lassalle de SOS Méditerranée, à qui je veux rendre un hommage chaleureux. L'association citoyenne franco-allemande qui affrète l'Aquarius pour sauver des vies en mer, c'est elle. Le documentaire Feu au Koama Mare a obtenu l'Ours d'Or de Berlin. Il est projeté actuellement en salle en France et ceux qui n'ont pas eu le loisir encore d'y aller peuvent prolonger les débats d'aujourd'hui et de demain par ce documentaire qui est tout à fait stupéfiant. Il montre comment la communauté des pêcheurs de Lampedusa est confrontée au quotidien de ces souffrances du sauvetage en mer et surtout les ressources extraordinaires de ces hommes de peu de fortune face à ce fléau auquel ils essayent de répondre à leur façon. Engagement citoyen personnel de chacun d'entre nous, engagement important, fort de la communauté des enseignants-chercheurs en France, trop peu relaté médiatiquement, mais qui est réel. La question que, pour ma part, je me pose, n'étant pas un philosophe, mais un responsable gouvernemental, c'est très concrètement comment aider, quoi faire aux fonctions que j'occupe pour être utile. Je me suis appliqué d'abord à essayer de soutenir, probablement trop modestement encore, mais ça n'est pas terminé, la recherche et la compréhension sur ces sujets. La place, le rôle des opérateurs de recherche est bien sûr d'abord de produire de la recherche sur l'immigration et sur l'ensemble des questions qu'il pose à nos sociétés. Nous avons sollicité l'Agence nationale de la recherche pour soutenir en urgence l'année dernière des recherches avec le lancement du Flash Asile à l'automne dernier. Je crois même qu'aujourd'hui ou demain après-midi, Michel Agier viendra intervenir sur le thème de l'hospitalité aujourd'hui et qui est un des lauréats de ce Flash. Ça n'est pas suffisant, il faut continuer. Nous y travaillons pour 2017 avec l'ANR à soutenir d'autres programmes et je pense qu'il faut encourager aussi et surtout la recherche plurinationale sur ces sujets-là. J'ai eu l'occasion d'en parler avec les Allemands avec qui vous faisiez référence il y a peu de temps. Ils sont disponibles pour des programmes de recherche bilatéraux et nous pouvons même conjointement unir nos financements pour les soutenir. J'ai discuté aussi avec les Pays-Bas qui sont très intéressés par des recherches sur ces sujets, eux qui ont un modèle tout à fait particulier sur lequel ils s'intéressent aujourd'hui, les Italiens, et s'il advenait que des projets naissent de ces journées dans la recherche qui a un caractère plurinational, nous les soutiendrions bien volontiers. Mais donc d'abord soutenir la recherche, mais aussi, et j'allais dire surtout, d'abord et avant tout, s'occuper des hommes et des femmes chercheurs, jeunes, étudiants qui souffrent. Et donc, très vite, et j'en remercie mon équipe, particulièrement Pascal Laborier, qui, au sein de mon équipe, s'occupe de ces sujets, nous avons essayé de développer des actions, soit de soutien, soit d'aide à ceux qui soutiennent les personnes. Les étudiants, d'abord. Le nombre des étudiants réfugiés, des réfugiés étudiants en France, plus exactement des réfugiés qui recherchent dans l'université française la possibilité de suivre leurs études est très difficile à situer. La conférence des présidents d'université, très tôt mobilisée sur cela, avait fait un premier chiffrage de 950 à 1200 réfugiés qui fréquentaient nos universités. La vérité oblige à dire qu'on est bien en deçà du nombre réel. Discutant il y a peu de temps avec l'université de Strasbourg, elle me disait que c'est à peu près une centaine de personnes réfugiées qui suivent les cours à l'université. C'est donc des chiffres beaucoup plus importants. Des initiatives souvent prises par des étudiants, très nombreuses, se sont développées. Nous avons cherché à faciliter le travail de ces mobilisations de la société entre guillemets universitaire très vite, avec une première réunion au ministère le 10 mai dernier, choix que vous lirez
choix de calendrier que vous lirez comme vous l'entendrez. Puis, par une deuxième réunion le 26 mai dernier, et développer un certain nombre d'outils qui vont de pages Internet traduites en anglais, en arabe sur le site l'étudiant.gouv.fr, sur lequel les réfugiés qui souhaitent se renseigner peuvent avoir tous les renseignements sur la poursuite des études en France. Nous avons mobilisé le Crous, enfin je ne suis pas là pour faire le panagérique complet des différentes actions que nous avons développées pour soutenir ceux et celles qui se sont mobilisés. Mais je voulais simplement rappeler ici que, notamment parmi les étudiants et dans les universités, ils sont très très nombreux. S'il advenait que vous aviez besoin d'une monographie précise, université par université, de ce qui est fait, je l'ai apporté ici, je la laisserai à monsieur l'administrateur général, au moins à titre de curiosité. Désormais, et peut-être avec un peu de retard, mais il fallait bien penser la stratégie, c'est aux chercheurs en danger qu'il faut, c'est des chercheurs en danger dont il faut se préoccuper. J'utilise ce mot chercheur en danger après qu'il m'ait été soufflé par Liora Israël, qui est ici, que je remercie très chaleureusement du travail qu'elle a fait pour nous, la mission qu'elle a bien voulu accepter, de réfléchir à la façon dont nous pouvions organiser un programme de soutien à ceux et celles qui sont en danger, soit parce qu'ils sont réfugiés syriens, irakiens, soit tout simplement parce qu'ils sont persécutés dans leur pays, qui sont aux portes de l'Europe. On ne sait pas trop, en tout cas institutionnellement, même si manifestement en termes de valeurs, il y a encore un peu de chemin à faire. Liora Israël nous a suggéré dans un rapport qu'elle m'a remis il y a 15 jours, qui doit être en ligne sur le site du ministère, de travailler à un système inspiré d'un certain nombre d'initiatives étrangères, de fonds dédiés aux établissements et aux organismes qui, d'ores et déjà d'ailleurs pour certains d'entre eux, accueillent des chercheurs en danger, donc sur des périodes évidemment de travail un peu plus longues. Je discutais ce matin encore avec le patron de l'INSERM qui me disait qu'il a très concrètement 30 chercheurs qui souhaitent pouvoir travailler, intégrer l'INSERM, travailler avec l'INSERM et poursuivre les études qui vont commencer un peu partout sur la planète. Liora et son travail nous ont convaincus de créer donc un fonds, une dotation d'1 million d'euros qui sera disponible dès le 1er janvier 2017, qui doit servir d'ailleurs d'effet de levier à, j'espère, des dons privés qui sont d'ores et déjà sollicités par mes équipes, pour que nous puissions accompagner les établissements qui ouvriront leurs portes, ou les organismes, à l'accueil de ces chercheurs en danger. Nous le ferons de manière très débureaucratique, de manière très simple, et d'ailleurs je pense que la meilleure façon de le faire, c'est que ce soit la recherche, le monde de l'université de la recherche lui-même qui pilote ce fonds, raison pour laquelle j'ai proposé à Edith Heard, que je remercie d'avoir accepté, et à Alain Prochian, que je remercie aussi d'avoir accepté, de réunir un comité de parrainage de ce fonds qui décidera de la façon dont les sommes en question seront attribuées. Je pense qu'il est indispensable que très vite ce fonds fonctionne et que très vite nous puissions démultiplier les capacités d'accueil de chercheurs, encore une fois, qui ont besoin de l'être pour pouvoir continuer leurs travaux. Le Crous de Paris et les différents Crous de France sont par ailleurs en train d'accompagner cette démarche en réfléchissant aux capacités d'accueil, d'hébergement de ces chercheurs. C'est tout un dispositif qui nous reste quelques semaines pour finaliser et que nous souhaitons mettre en place. Souhaitons le mettre en place. Pour quelles raisons je conclus là-dessus? Est-ce qu'il faut décrire l'évidence? Ce qui devrait être l'évidence. Tout à l'heure, en prenant quelques minutes, accompagné de Patrick Boucheron, d'Alain Prochian, j'ai jeté un œil trop rapide à l'exposition qui jouxte votre salle de travaux. Je vous invite d'ailleurs à y passer un peu de temps quand vous en aurez le loisir. Et il y a dans une toute petite pièce sombre, sur la gauche en sortant, les témoignages d'un jeune enfant réfugié syrien qui apprend le français, et donc c'est ses cahiers d'écolier avec
sa langue et la traduction française. S'il me faut conclure, je le fais en disant ce qui pour nous est une banalité, ce qui pour lui manifestement est beaucoup plus qu'une banalité. Il y a toute une page qui est consacrée au 14 juillet. 14 juillet, fête nationale. Liberté, égalité, fraternité. Il est bon que ce qui peut apparaître parfois à certains esprits blasés comme des slogans affichés au haut de nos édifices publics soit réirrigué par ces regards, par ces vies, par ces tourments qui, venus des quatre coins du monde, raniment la flamme des valeurs pour lesquelles, je le sais ici au collège, je le sais très nombreux d'entre vous se battent et qui donnent sens à leur vie. Merci, bonne journée.